Entre 2006 et 2024, plus de 17,5 milliards de francs CFA ont été octroyés aux petites et moyennes entreprises au Togo, selon les chiffres publiés par l'Agence nationale de promotion de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF. Ces financements ont concerné environ 1400 entreprises évoluant dans divers secteurs d'activité. Pour faciliter l'accès au crédit, l'ANPGF a mobilisé ses fonds auprès d'institutions bancaires et de systèmes financiers décentralisés, SFD. L'agence intervient en tant qu'intermédiaire en garantissant une partie des prêts accordés, réduisant aussi les risques pour les prêteurs et facilitant l'accès au crédit pour les entrepreneurs. Parmi les mécanismes déployés figurent la garantie de concours bancaire, le financement via les institutions financières et le prêt participatif. Parallèlement, l'ANPGF organise des formations et des séances d'accompagnement pour les entrepreneurs. Son programme, Mercredi de l'entrepreneur, permet aux porteurs de projets d'accéder à des conseils et à des outils pour structurer leur activité. En 2024, plus de 3000 entrepreneurs ont participé à ces sessions selon les données officielles. Cette même année, l'ANPGF a renforcé sa présence régionale en inaugurant un bureau de représentation à Sokodé, dans la région centrale. L'objectif étant de rapprocher les services de l'agence des entrepreneurs locaux, facilitant ainsi l'accès au financement et aux formations pour les PME de cette zone. Ces initiatives devraient non seulement favoriser la création d'emplois, mais aussi contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat au Togo, où l'accès au financement reste un défi majeur pour les petites entreprises. Le Togo poursuit la modernisation de son système douanier afin de s'adapter aux exigences du commerce international. Le commissaire des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes OTR a exposé des réformes ambitieuses. Celles-ci visent notamment à améliorer les performances douanières et renforcer la compétitivité du pays. Les axes prioritaires incluent la dématérialisation des procédures, l'utilisation de technologies avancées et l'amélioration des outils de gestion des risques. Ces innovations permettront non seulement de réduire les délais de traitement, mais aussi de renforcer la transparence et d'améliorer l'attractivité du climat commercial togolais. Avec sa position stratégique et son port en eau profonde, le Togo aspire à jouer un rôle clé dans les échanges régionaux. En soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, le gouvernement prévoit la mise en place de régimes douaniers simplifiés et un renforcement des communications sur les exigences commerciales. Ces initiatives visent à faciliter l'accès des PME au commerce international, souvent entravées par des contraintes logistiques, tout en stimulant leur compétitivité dans un environnement commercial en constante évolution. Ces réformes s'inscriraient dans l'objectif global de mobilisation de 1210 milliards de francs CFA d'ici 2025, selon l'OTR, un montant destiné à soutenir les ambitions économiques et sociales du pays. Alors que les réformes se déploient, le Togo semble engagé à transformer son système douanier en un levier stratégique de développement économique. Si les objectifs sont atteints, le pays pourrait non seulement renforcer son attractivité sur la scène régionale, mais également s'imposer comme un modèle en matière d'innovation douanière en Afrique de l'Ouest. « 7 ans de réclusion criminelle, 25 millions d'amendes avec des situations atténuantes. C'est la peine requise contre M. Kpoku Komlanvi par la Cour d'assises de Lomé lors des auditions du 5 février dernier. Les faits remontent en juin 2017 dans la région des Plateaux. En effet, c'est une affaire de pédophilie. Une jeune adolescente de 9 ans s'était rendue en brousse avec 3 de ses camarades pour chercher des brindilles afin de fabriquer des balais. Sur leur chemin, elles rencontreront M. Komlanvi qui fabriquait du charbon de bois dans le même endroit. Profitant de la naïveté de la petite, Komlanvi a imposé des relations sexuelles à la mineure et ce, en présence de ses 3 camarades. Une fois rentrés, les camarades n'avaient pas hésité à décrire la scène à leurs parents. C'est dans cette suite que M. Komlanvi sera arrêté par la brigade de Pelé. Devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction, M. Komlanvi a reconnu les faits à lui reprocher, même s'il prétextait que c'était la gamine qui l'avait provoqué et que c'était plutôt lui qui n'avait pas pu résister à la provocation. Un élément central dans cette affaire est que la victime et le ministère public n'ont fait état ni de fraude, ni de menaces, ni encore de violence à l'égard de la victime.
Cependant, tous ces détails n'excluent pas le crime de la pédophilie. Ainsi, la Cour d'assises de Lomé a retenu 7 ans de réclusion criminelle avec des situations atténuantes contre le nommé Boku Komlanvi. Rappelons que l'accusé Komlanvi avait 35 ans au moment des faits et la petite 9 ans. Cette dernière vivait avec sa grand-mère. Au Togo, le mariage précoce ou encore le mariage forcé des jeunes filles est toujours une réalité. Selon un rapport de l'UNICEF sur le phénomène, 7% des femmes de 15 à 49 ans se sont mariées ou étaient en union avant l'âge de 15 et 29% des femmes de 20 à 49 ans ont été dans les liens du mariage avant l'âge de 18 ans. Le cas récent enregistré est celui d'une adolescente de 13 ans qui, mariée de force par ses parents à un homme déjà lié à 2 autres femmes et ne pouvant plus supporter les violences physiques, sexuelles dont elle est victime, a décidé de se suicider. Cette histoire tragique est une preuve de l'existence et de la persistance de ce phénomène sur le sol togolais. Malheureusement, beaucoup ignorent que cette pratique est punissable par la loi togolaise. En effet, la loi, notamment le code pénal dans son article 341, interdit de soumettre une personne adulte sans son consentement ou un enfant à un mariage forcé. Et pour se marier, il faut avoir l'âge de 18 ans au minimum. Les auteurs de mariage forcé risquent une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. L'ONU a dénoncé la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, l'ex-président du Niger renversé en juillet 2023, ainsi que celle de son épouse Hadiza. Les Nations Unies exigent leur libération immédiate, estimant que leurs droits fondamentaux sont violés. Depuis plusieurs mois, Mohamed et Hadiza Bazoum sont privés de contact avec l'extérieur, y compris avec leurs familles et leurs avocats. Les Nations Unies jugent ces conditions inacceptables et demandent des réparations pour le couple. Le régime militaire de Niamey, dirigé par le général Abdourahmane Chiani, a renversé Mohamed Bazoum en juillet 2023, l'accusant de complot contre l'État. La Cour de justice de la CEDEAO, une institution régionale, avait ordonné la libération de Mohamed Bazoum en décembre 2023. Cette décision était restée sans effet, le Niger ayant quitté la CEDEAO au profit de l'Alliance des États du Sahel. Ce lundi s'est ouvert au tribunal militaire de Kavumu le procès de 84 soldats congolais accusés de meurtre et d'autres crimes graves dans l'est du pays. Ils auraient tué au moins 12 personnes et violé plusieurs femmes dans les territoires de Kabaré et de Calais. Tous ces militaires, il est prouvé qu'ils ont tué, il y a, comme je l'ai dit, 12 personnes déjà dont nous déplorons, qui sont mortes. Et il y a eu des cas de viols dénombrés, des pillages, des scènes de pillages et de vols. Et tout ça, c'est pourquoi ils sont devant la barre aujourd'hui. Ce procès a lieu alors que la RDC est en guerre avec la progression des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud Kivu. Durant ce procès, l'accusation a demandé la peine de mort pour tous les accusés, tandis que la partie défense soulève des arguments sur les conditions de vie difficiles de ces soldats. Au moment où nous écoutons même nos clients sont en train de dire qu'ils étaient abandonnés par leurs commandants. Ils étaient abandonnés par leur propre sort. Ils passaient même 4 jours, 1 semaine, 2 semaines au fond sans manger. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ici. Et les actes de vandalisme, est-ce que c'est eux les auteurs? Qui sont les vrais auteurs de ces actes de vandalisme? Il y a même des malades, il y a même des gens qu'on est allé prendre à l'hôpital. Ils se retrouvent ici, ils sont malades. Et on les amène par devant les gens. Est-ce qu'ils ne sont pas sacrifiés par leurs commandants? La question de la responsabilité reste au cœur du débat alors que l'enquête poursuit son cours. La décision de justice qui sera rendue pourrait avoir des conséquences non seulement sur les accusés, mais aussi sur l'armée congolaise. Kizza Besigye, opposant politique ougandais, a entamé une grève de la faim. Il proteste contre sa détention qui dure depuis près de 3 mois. Âgé de 68 ans, il est accusé de possession illégale d'armes et de tentative d'achat d'armes à l'étranger. Des accusations qu'il conteste catégoriquement. Il a été arrêté après avoir été enlevé au Kenya et renvoyé de force en Ouganda.
Son procès, initialement prévu en janvier, a été reporté sans explication. Kizza Besigye est une figure politique en Ouganda. Il a été candidat contre le président Yoweri Museveni lors de 4 élections. En 2005, il avait été arrêté pour trahison et viol avant d'être acquitté. Il a été interpellé à plusieurs reprises ces dernières années. En Ouganda, les tribunaux militaires jugent souvent des civils. La Cour suprême a récemment déclaré cette pratique illégale, mais le gouvernement souhaite contester la décision. Sa grève de la faim intervient dans ce contexte. Selon ses proches, son état de santé pourrait se détériorer s'il poursuit son mouvement. La Suisse et le Japon ont restitué à l'Irak plusieurs objets anciens. Au cours d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a dressé un inventaire de ces œuvres récupérées. Certains de ces objets, comme les peintures texturées, avaient été prêtés à une mission archéologique japonaise qui avait travaillé dans le pays dans les années 70. Nous commençons cette année avec la récupération de la statue du dieu du soleil, Maran Shamash, et de rares peintures murales du 8e siècle avant Jésus-Christ appartenant à la civilisation assyrienne, ainsi que plusieurs peintures texturées des grottes anciennes d'Altar Kabarla, empruntées par la mission japonaise travaillant dans ces grottes en 1975. Ces objets viennent de la Mésopotamie, une région historique du Proche-Orient, considérée comme le berceau de la civilisation et située en grande partie sur le territoire de l'Irak. De nombreuses œuvres irakiennes avaient été pillées au cours de décennies de guerre et d'instabilité. La récupération de cet important patrimoine culturel est le résultat des efforts diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et en particulier du département juridique, du personnel des ambassades de la République d'Irak à Tokyo et à Berne et des institutions concernées au Japon et en Suisse. En mai 2024, la Suisse avait restitué à l'Irak 2 grands reliefs assyriens datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, provenant du site archéologique de Nimrud Kalou et un buste royal. Donald Trump promet de taxer dès le 12 mars prochain l'acier et l'aluminium étrangers. Le président américain accuse la Chine d'exporter son acier vers les États-Unis via Mexico. Cette taxe de 25% touchera cependant même les pays qui bénéficiaient d'une exemption, notamment le Mexique. Se sentant menacés, l'Europe promet une riposte. J'ai déjà évoqué les tarifs douaniers américains qui menacent notre acier et l'aluminium. Si les États-Unis ne nous laissent pas d'autre choix, l'Union européenne réagira de manière unie. En tant que plus grand marché du monde avec 450 millions de citoyens, nous avons le pouvoir de le faire. J'espère toutefois que nous serons épargnés par la mauvaise voie des tarifs douaniers et des contre-tarifs. En fin de compte, les guerres commerciales sont toujours synonymes de perte de prospérité pour les 2 parties. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Ces mesures avaient ensuite été levées pour beaucoup par lui-même. La communauté militaire s'est réunie pour discuter de l'impact de l'intelligence artificielle sur les conflits à travers le monde. Cette conversation a été organisée en marge du sommet sur l'IA à Paris. Elle a notamment mis en lumière l'un des principaux obstacles, à savoir le traitement des données. Pour être efficaces, les algorithmes nécessitent de nombreux ensembles de données différentes que les producteurs d'armes sont réticents à partager. Il y a probablement une difficulté, mais ce n'est pas uniquement en France ou en Europe, c'est l'accès aux données, puisqu'on est sur des données classifiées, des données très compliquées, et sur des données souveraines, évidemment, on ne peut pas les partager comme on voudrait. Selon un commandant de l'OTAN, les conflits actuels tels que l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie montrent que les membres de l'Alliance n'ont pas d'autre choix que de suivre le rythme. La capacité à s'adapter au plan d'action de l'ennemi est très importante, on le voit en Ukraine. Donc vous savez, c'est une question vitale. L'utilisation acceptée de l'IA dans la société moderne coïncide avec une présence accrue de l'intelligence artificielle dans les guerres actuelles. Son usage reste toutefois à réglementer, c'est notamment le cas des armes automatisées qui modifient la façon dont on fait la guerre.